Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, en direct à la radio et à la télévision. Premier message, on nous dit t'as ni son ni vidéo. Si, on a tout, il est avec nous sur le plateau. Le sénateur Tani est avec nous, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pas mal cette introduction quand même. Oui. Hein, fallait oser, Samuel. Ouais. Monsieur le sénateur, tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet. Vice-président du Sénat. Et aussi vice-président du Sénat. Mais là c'est le sénateur qui m'intéresse parce que il y a tous ces amendements, il y a ce projet de loi sur l'immigration, voilà. Il y a pas mal de mouvements qui se sont faits autour de ça sur le plan politique. On en est où exactement à la minute où on parle, monsieur le sénateur ? À la minute où on parle, la commission mixte paritaire a eu lieu comme prévu le 4 juillet. Oui. Elle n'a pas été conclusive, comme on dit, c'est-à-dire que les députés et les sénateurs ne sont pas arrivés à un accord, mais la nouveauté, c'est que on va repartir pour un tour. Il y aura 2 lectures. En cas de lecture accélérée, de procédure accélérée, il peut n'y avoir qu'une lecture dans chaque chambre, et puis l'Assemblée nationale a le dernier mot. D'accord. Là, on était à ça de trouver un accord. Donc, certes, la commission mixte paritaire a échoué, mais le gouvernement a décidé de renvoyer le texte à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Et la probable bonne nouvelle, c'est que à la suite de l'intervention du président de la République, les députés de la République en marche vont certainement s'emparer des fameux amendements et les intégrer dans le texte avant que ce texte n'arrive bien évidemment au Sénat. Voilà, c'est une possibilité. Qu'est-ce qui a manqué? Sur quoi on n'a pas réussi à se mettre d'accord? Alors, ce n'est pas du tout sur les amendements de Mayotte, parce que là-dessus, députés et sénateurs s'étaient mis d'accord. Tout à fait. Mais c'est sur l'aide médicale d'État. Tiens, l'aide médicale d'État. Que nous n'avons pas. Que nous n'avons pas. Donc, qu'il ne soit pas arrivé à un accord là-dessus, on s'en moque. Et nous aimerions bien l'avoir. Vous savez, la droite estime que l'aide médicale d'État telle qu'elle existe aujourd'hui devrait disparaître pour ne laisser en place qu'une aide médicale d'urgence. Et là-dessus, la gauche n'est pas d'accord. Et c'est une ligne rouge pour les uns pour les autres. Et c'est là-dessus, principalement, de ce que j'ai eu comme retour, qu'ils ne se sont pas accordés. L'impact Emmanuel Macron, vous l'avez dit à l'instant, à l'occasion, je crois que c'était à l'occasion du livre bleu, présentation du livre bleu. C'est ça, c'est exactement ça. Quand il a dit on doit soutenir ce projet, forcément l'impact a été important. D'une part chez les élus de la République en marche, mais aussi chez les autres. Tout à fait. C'est quand même le président de la République qui le dit, quoi. Le tournant est certainement là. Il faut attendre la fin, mais c'est là où toute... Alors, il y a eu un travail derrière, vous imaginez bien, mais de là à dire que compte tenu du consensus, parce que c'est ça aussi, là, les Mahorais, tous les élus Mahorais étaient d'accord. Donc, là, dit compte tenu du consensus sur le sujet à Mayotte, j'apporte mon soutien. Donc, de là à être d'accord avec la chose, c'est bien, mais l'annoncer à ce rendez-vous de tous les élus ultramarins, c'était du pain béni. Vous êtes confiant, le sénateur? Honnêtement, vous y croyez ou pas? Ça va le faire? Dans cette histoire, les choses ont été crescendo. Au départ, en saisissant le Conseil d'État, parce qu'il faut rappeler qu'on vient de là quand même, en saisissant le Conseil d'État, franchement, je disais, allez, on va voir. L'année dernière, on m'avait opposé des motifs d'inconstitutionnalité et d'inconventionnalité. Voilà, je rédige de façon à ce que ces motifs-là disparaissent, qu'on ne puisse plus me les opposer. Mais je ne savais pas, moi, ce que le Conseil d'État allait décider, parce que c'est une question sensible. Et c'est pour ça aussi que, symboliquement, le président de la République, parce que les gens peuvent dire, ah, mais pour un petit truc comme ça, pourquoi le président de la République s'exprime? Non, c'est une question sensible. C'est le droit du sol. C'est un principe fondamental. C'est quelque chose qui peut faire aussi école pour d'autres départements, ou pas? Non. Il ne peut pas y avoir de jurisprudence, en quelque sorte. Je pense que c'est là aussi, il faut lire les implications de tout ça. Je pense que le président de la République a aussi voulu refermer une porte en signifiant que, ok,
c'est quelque chose d'important pour Mayotte, c'est grave de toucher au droit du sol, mais on ne pourra le faire qu'à Mayotte. Et les autres territoires, les gens parlaient de Calais. Oui, Calais, c'était 10 000 personnes, 10 000, ce n'était pas 10 000 clandestins, c'était 10 000 étrangers qui étaient dans la jungle de Calais. À Mayotte, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes en situation irrégulière qui sont concernés. Donc, même les Guyanais n'ont pas voulu modifier le droit du sol. On va donner la parole à Samuel, bien évidemment. Mais comment ça se passe, ce genre de négociation entre les élus? Est-ce que on met en place de la politique politicienne? C'est-à-dire, ok, tu me dis oui là-dessus, je te dirai oui sur la prochaine fois sur autre chose. Ou on est vraiment sur le fond, on a une philosophie de non. Vous parliez tout à l'heure de cette fameuse ligne rouge à ne pas dépasser pour certains. Donc les gens sont très accrochés à cette ligne où on est dans la négo. Ce n'est pas... cette question ne fait pas partie des questions où la politique politicienne, sauf ceux qui veulent faire du populisme dans la droite extrême, par exemple. Non, c'est des questions, c'est une question fondamentale. Vous vous souvenez, lors de la loi égalité réelle outre-mer, les premiers qui étaient vent debout pour refuser de toucher au droit du sol, c'était à droite. C'était le rapporteur de la commission des lois et le président, le président de la commission des lois. C'est des LR, des personnes qui, en matière d'étrangers, ont des positions assez fermes. Et pourtant, sur ce point-là, avaient dit non, niet, ça ne passera pas. Donc, moi, quand j'ai saisi le Conseil d'État, j'ai fait le tour des groupes politiques au Sénat et je les ai sensibilisés, y compris les communistes, y compris les socialistes. Non pas que j'espérais qu'ils allaient adhérer à ça, mais qu'ils ne se retrouvent pas en séance face à une question qui leur tombe dessus. Je les ai en quelque sorte préparés psychologiquement pour ce sujet très sensible. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, monsieur le sénateur. Nous focalisons, monsieur le sénateur, monsieur le vice-président, sur le droit du sol. C'est une chose. Donc un enfant qui naît à Mayotte pourra prétendre à acquérir la nationalité française si au moment de sa naissance, l'un de ses parents était en situation régulière depuis au moins 3 mois. Ça, c'est une chose. Mais il y a un deuxième amendement qui est non moins important aussi, qui renforce les sanctions contre les personnes qui fournissent de fausses attestations, mais aussi contre les personnes qui usent de mesures dilatoires. Vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est? Alors, comme je le dis, comme nous sommes plusieurs à le dire, la seule modulation du droit du sol ne fonctionnera pas. Il faudra aussi que les Mahorais, certains Mahorais, soient plus responsables et notamment arrêtent les trafics d'attestation de domicile, les trafics de reconnaissance de complaisance. Et si ces gens-là ne revenaient pas à la raison, eh bien, il y a des amendements qui sont passés et eux, ils n'ont pas été beaucoup discutés et qui sanctionnent sévèrement jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende les personnes, par exemple, qui vont utiliser une fausse attestation d'hébergement pour dire moi j'ai des papiers, enfin où je peux prétendre à des papiers et je refuse, je demande à ne pas être expulsé. Ces pratiques sont multiples. On les voit lorsqu'on examine les listes électorales où là on voit que une seule maison abrite des dizaines et des dizaines de personnes. Eh bien, pour les étrangers, c'est pareil. Et cette pratique-là sera désormais lourdement sanctionnée. Dès à présent, moi, j'invite les personnes qui auraient commis de tels faits, eh bien, de commencer à rétropédaler parce que ça va faire très mal. Monsieur le sénateur, on l'a vu ces dernières semaines et ces derniers mois, les Mahorais ont, pour une majorité en tout cas, du mal à renouer la confiance avec le gouvernement. Il y a des messages qui arrivent, certains sont un peu durs, mais globalement on nous demande pourquoi aujourd'hui, dites-nous monsieur le sénateur, pourquoi aujourd'hui on doit croire Emmanuel Macron? Pourquoi aujourd'hui on doit le croire? Alors que d'autres ont, c'est les messages qui arrivent, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, ont menti aux Mahorais. C'est les messages. Pourquoi aujourd'hui on devrait croire Macron? Alors, on est au début d'un processus. Oui. Je donne d'autant plus raison à ces questions sceptiques que les reconduites ne reprennent pas.
Et oui, il y a ça aussi. Et que, alors qu'on nous dit qu'il y a un bras de fer qui est mené avec les Comores, on apprend que pour les étudiants, pour les grands malades, on va fléchir. Moi, je condamne cette position, je l'ai fait savoir. On ne peut pas dire d'un côté qu'on mène un bras de fer, et puis de l'autre, on a pitié parce que c'est des étudiants, mais c'est pas à nous d'avoir pitié à des étudiants comoriens. C'est à Azali d'avoir pitié de ces étudiants. Donc, moi, je comprends ces questions, mais moi, je ne fais pas une confiance aveugle à qui que ce soit. Je dis juste qu'une partie du dénouement de ce processus dépend aussi de nous. On nous dit qu'il y a un bras de fer qui est en train d'être mené. Avant, qu'est-ce qui se passait lorsqu'il y avait de tels blocages? Quand il y avait de tels blocages, on sortait le chéquier. Au bout de quelques semaines, on sortait le chéquier. Mais c'est clair, bien sûr. Aujourd'hui, le chéquier n'est pas sorti. Ouais. Pour moi, c'est très important parce que on a un gouvernement qui dit nous ne voulons pas brader Mayotte. Donc, la seule chose que j'espère, c'est que ce bras de fer puisse être maintenu longtemps. On en est là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu d'accord bilatéral entre la France et les Comores. Tous ces gouvernements qui ont été cités n'ont pas été fichus de conclure un accord bilatéral de réadmission des expulsés aux Comores. C'est pour ça que les Comores font ce qu'ils veulent avec la France. Donc moi, ce que j'espère, c'est que ce bras de fer, nous allons finir par le mener à bout et que cet accord sera conclu. Et je fais confiance parce que ce qui a été commencé comme travail, ce faisceau de chantier dont le droit du sol pour arriver à éradiquer le problème de l'immigration clandestine, ce travail a été commencé et il a été commencé en début de quinquennat. Je ne cesse de le dire, à force de le dire, le quinquennat se défile et là on est à un an. Mais voilà, c'est tous ensemble en travaillant, on va aboutir à des solutions concluantes. Tous les efforts. On le reconnaît avec Samuel, on est souvent critique, mais on le reconnaît aussi, tous les efforts qui sont faits de lutte contre l'immigration clandestine. Par ce gouvernement-là, l'opération LIC avec le préfet LIC, etc. Il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place. La création du GLIC. Hein. Exactement. On a l'impression que Azali bloque Macron. Politiquement. Et en refusant simplement ces ressortissants comoriens, il permet de dire aux Mahorais, regardez votre président. Mais ce n'est pas une impression, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous croyez vraiment que c'est ça? C'est un pays souverain, Patrick. Comment voulez-vous faire pour qu'un gouvernement qui ne dépend pas de nous prenne une décision différente? Il y a cette échéance avec ce référendum qui est attendu. Ça devrait arriver, je crois que c'est fin juillet, je crois. 30 juillet. Et Azali ne veut rien entendre jusque-là. Moi, si quelqu'un... Ceux qui disent qu'il faudrait faire quelque chose, si quelqu'un a une idée magique pour que Azali change d'avis et accepte l'expulsion de ses concitoyens, mais je crois que tout le monde est preneur. Mais avec cet entêtement du président des Comores, ce qui va arriver, c'est quoi? C'est la déstabilisation de la zone, c'est la tournante qui va s'arrêter. Anjouan, qu'est-ce que Anjouan va faire demain? Donc peut-être que demain, il faudra négocier directement avec Anjouan. Parce que s'ils deviennent autonomes, pourquoi pas? Non, mais c'est ce qui est en train d'arriver. Si la tournante est arrêtée, moi je ne vois pas les Anjouanais continuer à être dans un système où on leur dit c'était votre tour, mais vous êtes gentils, vous attendez. Ça sera à nouveau le tour de Azali, le tour de la Grande Comore. Donc ce qui est en train de se passer, il ne faut pas croire que c'est une petite chose. C'est toute la zone qui va être déstabilisé par ce qui est en train d'être passé. Ça montre aussi clairement, monsieur le sénateur, et après c'est Samuel qui va prendre la parole, que notre destin, notre passé, notre présent et notre avenir est intimement lié à celui des Comores, puisque aujourd'hui c'est eux qui tirent les ficelles. Et c'est ça. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et c'est ça qu'il faut arrêter. Bien sûr. En partie, vous avez raison. Et c'est ça, en tout cas, tout ce qui concerne l'immigration clandestine. Et c'est ça qu'il faut arriver à casser. Bien sûr. C'est ça qu'il faut arriver à casser. Samuel. Je sais que c'est très désagréable cette situation pour tout le monde et pour l'opinion publique, on le ressent bien. On dit que la France est faible, qu'elle est molle. Une tribune de Mansour-Kamardine qui à juste titre parle d'un Aquarius par semaine, mais en même temps, n'est-ce pas tout à l'honneur de la France de respecter les règles internationales dans les négociations avec un pays souverain plutôt que d'envoyer un Bob Denard, comme on l'a pu connaître. Je pense que
Mais encore que c'est une vraie question, on peut se poser la question parce que. Mais si on écoutait les aficionados, il y aurait des Bob Denard qui seraient envoyés par charrette. Le respect de ces règles internationales, la question ne se pose même pas. Moi, ce que je demande, là où je demande à notre pays d'être plus ferme, c'est les accords bilatéraux, qui n'existent pas en l'occurrence. Donc, on n'a pas à se comporter de façon humaine face à un pays qui ne se comporte pas de façon humaine avec ses propres concitoyens. Il y a quand même des limites. Nos priorités ne sont pas là. Et que les accords signés par la France, où la France s'est engagée, mais là-dessus, la question ne se pose même pas. Et ceux qui appellent à bombarder, à attaquer militairement, c'est des inconscients qui ne savent pas de quoi ils parlent. Mais par contre, face à ce pays qui s'assoit sur les droits, le droit international, moi je trouve qu'on n'a pas à être tendre avec ce pays. Juste pour conclure, monsieur le sénateur, est-ce que vous l'avez rencontré, vous avez un peu discuté avec lui, je parle d'Emmanuel Macron évidemment, vous avez eu cette chance, est-ce qu'il est conscient, est-ce que vous lui avez transmis le message que là, la cocotte est en train de bouillir? Les Mahorais en peuvent plus de cette situation, on est toujours dans le cas des reconduites à la frontière, des non-reconduites à la frontière. Ça peut pas durer comme les impôts, l'histoire. À un moment donné, il y a quelque chose qui va péter. Il en est conscient, le président de la République? J'espère. Depuis le 21 mars. C'est ça. 21 mars. J'espère et je crois qu'il en est conscient parce que ce n'est pas faute d'avoir dit, répété et envoyé des messages. Parce que ça part pas, mais ça continue de rentrer, hein, monsieur le sénateur. Oui. Vous le savez, hein? Oui. Et c'est pour ça que nous, de notre côté, on doit faire le travail. Ce qui se fait en matière de destruction de ça, d'aucuns pourraient penser que c'est pour enfumer, c'est de la poudre, c'est de la communication. Ici, chez nous, ce qui dépend de nous, on doit continuer à le faire. Ce qui ne dépend pas de nous, pour l'instant, moi, je n'ai pas la solution. Samuel, pour conclure. Oui, c'est peut-être, ça relève de l'anecdote, mais je reste dans le cadre de la loi asile et immigration. J'imagine que Gérard Collomb n'est pas votre meilleur copain en ce moment. Parce que il vous avait dit, c'est bien ton truc, mais il faut que ce soit une proposition de loi à part. Tout à fait. Et vous avez dit, ok, bon, je vais faire une proposition de loi. Vous êtes ravisé pour faire un amendement et utiliser le véhicule législatif. Vous ne voulez absolument pas. Là, franchement, je vous tire mon chapeau. Mais ça ne doit pas être votre copain quand même en ce moment, Gérard Collomb. Eh bien, il faut apprendre à faire avec ses copains, ses meilleurs copains, ses amis. C'est pour ça. Moi, j'entends. Le Drian non plus, c'est pas trop votre pote en ce moment. J'entends vos amis au gouvernement. Moi, je n'ai jamais dit que j'avais des amis au gouvernement. J'en ai. Mais les ministres... Mais ils ne sont pas dans ce gouvernement. Mais si. Les ministres ne se décident pas sur les affaires de la République pour des questions d'amitié. Donc ça, il faut arrêter de raconter des histoires aux Mahorais en faisant croire que parce qu'on s'entend bien avec tel ou tel, on peut faire passer des choses. Si ça marchait, ça fait des décennies qu'on aurait changé les choses à Mayotte. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci, monsieur le vice-président du Sénat, d'avoir répondu à nos questions et du boulot qui est fait actuellement. On croise les doigts. On espère que ça va marcher, Samuel. Hein? Moi, j'en suis persuadé. Il y a beaucoup de travail derrière. Ouais, attention. Ça, je sais. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.